Bonjour et bienvenue à cet atelier webinaire Brexit. Je suis Cyril Roch de la CCI, membre de la Team France Export. Ce webinaire vient clôturer les différents rendez-vous individuels proposés avec les services de la douane. Je vous remercie de couper vos caméras et couper vos micros pour ceux qui n'interviennent pas. Pour les intervenants, merci de brancher vos caméras quand vous prenez la parole. Nous aurons ce matin Madame Marie-Hélène Meunier, directrice principale des services douaniers à la direction des Pays de la Loire. Merci d'être présente, vu que vous étiez connectée, Marie-Hélène. Également Michaela Auro de la cellule Conseil des douanes. Également Marie-Paul Signour du service environnement, sous-produits animaux et alimentation animale, direction départementale de la protection des populations. Monsieur Éric Oudard, responsable de l'unité export phytosanitaire au sein de la DREAL Pays de la Loire. Donc, quelques règles par rapport à notre webinaire qui va se dérouler de 9h à 10h. Vous avez, lors de votre inscription, eu la possibilité de poser des questions. Donc, je me ferai l'écho de vos questions et de vos interrogations. Et vous avez également la possibilité de poser des questions dans le chat. Nous y répondrons dans un second temps. Sinon, j'entends avec le tien, Merci à nos intervenants d'être concis lors de leur retour et leur réponse. Je vous propose que nous démarrions tout de suite avec une première question. Alors, je ne sais pas si Marie-Hélène nous a rejoint. Oui, c'est bon. C'est bon, Cyril. Tu m'entends? Bon. Oui, je t'entends, Marie-Hélène. Parfait. Parfait. Donc, la première question est effectivement, quelles sont les procédures à mettre en place pour exporter sur le Royaume-Uni? Alors, c'était pas bon. Enfin, c'est pas grave. C'est pas dans l'ordre a priori. Non. Donc, il y a un prérequis de toute façon pour exporter vers le Royaume-Uni. Dès l'instant où, jusqu'à présent, il est clair qu'on faisait des déclarations d'échange de biens. Donc, à partir du 1er janvier, on fait une déclaration d'importation ou d'exportation, effectivement, au sens du Code des douanes de l'Union européenne. Et ce sera donc ça, le prérequis, c'est d'avoir premièrement un numéro EORI, ça c'est clair, pour ceux qui n'en ont pas encore, les entreprises. Deuxième point, le deuxième prérequis, c'est de faire appel à un représentant en douane enregistré, qui est un prestataire de service qui va pouvoir effectuer les formalités, parce qu'une déclaration d'échange de biens, c'est 11 renseignements. Une déclaration d'importation ou d'exportation, c'est à peu près 52 rubriques à remplir. Donc, on ne devient pas spécialiste en dédouanement en 2 minutes de temps. Donc, d'où l'utilité de passer par un représentant en douane enregistré. On vous enverra de toute façon la liste des représentants en douane enregistrés dans le cadre qui sont donc répertoriés dans la direction des Pays de la Loire. Et troisièmement, c'est qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut prendre contact très rapidement avec votre représentant en douane enregistré pour faire une étude de flux et pour voir avec lui comment effectivement la logistique et les formalités douanières vont pouvoir se faire. Sachant que donc au niveau douanier, on a mis en place au niveau de Calais, de Douvres et des ports normands et bretons un système informatisé qui s'appelle la frontière intelligente, qui permet d'assurer le maximum de fluidité des camions, parce qu'on sait très bien que ça risque de bouchonner, ça bouchonne déjà d'ailleurs maintenant, ça c'est sûr. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est effectivement essayer de dédouaner au plus près du bureau, auprès du bureau le plus près de votre lieu d'établissement. Ça, je pense que c'est vraiment des critères extrêmement importants. Mais l'anticipation, c'est le mot d'ordre, l'anticipation. Une autre chose aussi, c'est que il faut peut-être éviter la semaine prochaine pour envoyer, par exemple, une palette ou autre, quoi. Voilà. Très bien. Marie-Hélène, si tu le souhaites, tu peux peut-être mettre ta caméra comme tu interviens, si tu le souhaites. Une question au niveau d'une société qui travaille avec un fournisseur sur le Royaume-Uni et il s'interroge s'il va y avoir des taxes pour faire revenir la marchandise.
Ils travaillent avec un fournisseur pour lequel ils envoient, eux, des pièces injectées. Leur fournisseur dépose un fil imitation bois et ils ne savent pas s'il va y avoir des taxes soit à l'entrée, soit au retour. Bonjour, c'est Euro Michaela, vous m'entendez? Oui, Oui, Michaela, bonjour. très bien. Je vais prendre le relais pour certaines questions. Eh bien, effectivement, il faut se méfier dans ces circonstances-là, puisque la marchandise, quand elle va aller au Royaume-Uni, forcément, elle va perdre son caractère union. Donc, à son retour, elle pourrait être potentiellement taxée aux droits de douane ou à la TVA. Donc, dans ces cas-là, deux choses. S'il y a des droits de douane, il faut penser à mettre en place un régime particulier qui s'appelle le perfectionnement passif. Je vais mettre ma caméra moi aussi. Et pour le coup, faire ce que Madame Meunier vous a dit tout de suite, c'est-à-dire vous organiser avec votre représentant en douane. Comme ça, la marchandise va partir à l'export, elle va être transformée et à son retour, elle reviendra en suspension de droits et de TVA. Si par contre il n'y a pas de droit de douane, il n'est peut-être pas la peine de mettre en place ce régime suspensif parce qu'il signifie quand même une comptabilité de suivi, etc. Dans ce cas-là, une exportation simple et une importation simple peut peut-être suffire, mais il faut faire une étude de droit de douane au retour des pièces modifiées à l'entrée sur notre territoire. Parfait, merci. Les documents obligatoires, est-ce qu'il va y avoir un EUR1 nécessaire? L'URA DCO? actuellement n'est pas nécessaire. Je prends la main aussi. L'URA n'est pas nécessaire parce que, comme tout le monde le sait, on n'a pas d'accord avec le Royaume-Uni actuellement. Donc, tout pendant que cette situation n'est pas clarifiée et tout pendant qu'il n'y a pas d'accord commercial, lorsque vos produits partiront vers le Royaume-Uni, et c'est vrai que je peux l'ajouter en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, il est possible que les pièces qui arrivent aussi sur le Royaume-Uni soient sujettes à droit de douane. Comme en plus on n'a pas d'accord commercial, il n'y a pas besoin il n'y a rien pour attester il n'y a pas d'attestation d'origine qui va permettre de faire baisser les droits de douane à l'arrivée. Donc effectivement, actuellement, potentiellement, les produits arrivant sur le territoire de UK peuvent être soumis à droit de douane et pour cela, il faut vérifier la taxation à l'arrivée sur UK Global Tarif. On vous donnera le lien qui vous permet de voir lorsque votre produit sera dédouané à l'importation au UK, si celui-ci sera taxé au droit de douane ou pas. Donc pour l'instant, pas de UR1, pas d'origine préférentielle. On paye les droits de douane à l'entrée sur le Royaume-Uni et on voit au 31 décembre si cette situation a changé. Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de frontière intelligente? Oui, très bien, oui. Alors, je vais mettre mon écran. Voilà, la caméra. Oui, tout à fait. En fait, la frontière intelligente est un système informatique qui a été spécifiquement créé par les douanes pour assurer donc le Brexit et qu'il n'y ait pas de rupture effectivement de commerce entre le Royaume-Uni et la France. Donc en fait, c'est un système donc de traçage de la marchandise informatisé à partir de la oui, on est en train de merci. À partir donc des documents douaniers qui auront été élaborés en anticipé. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'anticipation, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas faut pas envoyer sa petite palette le 28 décembre sans document douanier vers Calais. Hein. Alors là, vous avez toutes les chances. Enfin, en tout cas, à partir du 1er janvier, ça restera coincé, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a établi un système d'appairage entre le camion qui va effectivement emprunter le tunnel ou bien le ferry et les documents douaniers qui vont accompagner cette marchandise. Alors donc, d'où l'intérêt de faire la déclaration en douane par anticipation via votre représentant en douane enregistré. Ensuite, une fois que vous aurez cette déclaration en douane, elle sera mise par votre représentant en douane enregistré dans une enveloppe logistique qui sera donc
remise qui passera de manière informatisée, bien sûr, dématérialisée. Et une fois que le camion arrivera avec votre marchandise au niveau du tunnel de Calais, il y aura donc un appairage, hein, c'est le terme que l'on utilise, donc c'est-à-dire une comparaison entre le numéro du camion et donc les documents douaniers relatifs à votre importation, enfin à votre exportation, par exemple. Et ensuite, donc une fois que les contrôles aussi d'immigration, parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir un rétablissement des contrôles d'immigration aussi, enfin le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de l'espace Schengen de toute façon. Et une fois que donc ces contrôles d'immigration auront été faits et que les documents douaniers auront été effectivement déclarés conformes, à ce moment-là, le camion pourra effectivement emprunter le tunnel ou bien le ferry. Sachant que s'il y a des formalités particulières, qu'elles soient phytosanitaires ou vétérinaires, je laisserai mes collègues de la DDPP et puis la DRAF vous expliquer après, parce que je pense qu'il y a des questions spécifiques là-dessus. En fonction des réglementations particulières qui sont appliquées à tel type de marchandises, il faudra effectivement avoir les certificats sanitaires et phytosanitaires suffisants et nécessaires. Sinon, ça restera bloqué, bien évidemment, au niveau de Calais. N'oubliez pas le maître mot, c'est éviter tout engorgement au niveau de Calais, de Dunkerque, des ports normands et des ports bretons. Justement, on a une question par rapport à l'aspect fruits et légumes. Est-ce qu'il y a un accord phytosanitaire en négociation? Est-ce qu'il y aura besoin d'un certificat phyto? Bonjour. Bonjour. Donc Eric Houdard du SRAL de la DRAF, en fait, qui est chargé de la délivrance des certificats phytosanitaires. Les autorités britanniques ont publié tout récemment la liste des végétaux qui seront soumis à certificat phytosanitaire, qui dans ce domaine va s'étaler en 3 phases. Une première phase qui sera dès le 1er janvier et qui concerne essentiellement les plants destinés à la plantation et des semences. Mais effectivement, à partir du 1er avril 2021, les fruits et légumes seront concernés par l'obligation d'avoir une certification phytosanitaire de notre service pour pouvoir être exportés au Royaume-Uni. Ils viennent tout juste de publier cette semaine les exigences pour chaque produit. Donc, on est en train d'en prendre connaissance pour pouvoir attester les organismes nuisibles qui ne devraient pas être présents au niveau de la marchandise, sachant qu'effectivement, on espère que ça soit le plus proche possible de la réglementation Union européenne. Maintenant, on n'a aucune certitude aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement la certification phytosanitaire, concrètement, le prérequis, comme tout à l'heure, c'est que l'entreprise doit être enregistrée à un registre phytosanitaire des opérateurs professionnels. Donc, je les invite, pour ceux qui n'auraient pas de numéro, on appelle un INUB dans notre jargon, de se rapprocher de notre service pour pouvoir faire la démarche auprès du service. Mes démarches qui sont, c'est aujourd'hui une déclaration en ligne. Et puis, pour la demande des certificats phytosanitaires, c'est auprès de notre service. Donc, pour la région Pays de Loire et pour tous les produits d'origine Pays de Loire, donc les produits végétaux et les végétaux, c'est au niveau du SRAL d'Angers que sont délivrés les certificats phytosanitaires. Et donc, les demandes doivent nous arriver 48 heures avant le départ de la marchandise pour qu'on puisse délivrer d'une part le document et d'autre part évaluer le risque et évaluer s'il y a présence ou pas d'organismes nuisibles qui seraient réglementés au Royaume-Uni. Et puis, pour l'ensemble des filières, pratiquement pour l'ensemble de filières, il y a quelques exceptions. Il y a également une prénotification à faire aux autorités britanniques. Là, c'est à la charge de l'importateur britannique qui doit informer la marchandise qui va être importée sur un système informatique qui normalement devrait s'appeler Pitch, avec des délais pouvant aller de 4 heures à 24 heures. Alors, le dernier point où j'attire l'attention à toutes les sociétés qui vont faire de l'exportation vers le Royaume-Uni, quelle que soit la marchandise, en particulier par rapport aux emballages bois qui accompagnent la marchandise, donc que ce soit les palettes, les cales,
les cagettes et autres. Pour aujourd'hui, il faut que ces palettes soient marquées à une norme internationale qu'on appelle la NIM P15, qui atteste que les palettes ont été traitées, en tout cas le bois utilisé pour les palettes, ont été traités et exempts d'organismes nuisibles. Il semblerait que le Royaume-Uni, au tout dernier moment, mettrait des exemptions, mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation de cette part-là. Donc, pour l'instant, on part du principe que tous les supports, tout ce qui est palettes, cagettes, palox et autres en bois, doivent être marqués NIM P15. Parfait, merci. Quelles informations nécessaires pour mettre en place la procédure transit? Donc là, peut-être une question qui s'adresse au service de la douane. Alors, la procédure transit, à ce stade du timing, forcément, elle reposera sur votre représentant en douane enregistré. C'est lui qui l'assurera pour vous parce que pour être expéditeur agréé, c'est un agrément douanier avec des critères, etc. Il ne peut pas être délivré là sous 15 jours en période de congé. Je ne veux pas dire que c'est impossible dans l'absolu, mais là, dans la pratique, pour un démarrage au 1er janvier, il faut absolument, et c'est vrai que vous allez dire qu'on se répète beaucoup, mais il faut absolument se rapprocher de votre transitaire, ce représentant en douane enregistré, qui lui dispose généralement de tous ces agréments et qui peut récupérer votre adresse dans ses autorisations pour qu'effectivement ce type de transit démarre de chez vous. Mais de la même manière, on est quand même à 15 jours du démarrage des opérations, même récupérer cette adresse, votre adresse, dans ses autorisations à lui, va requérir un petit peu de temps. Donc, forcément, il faut vous organiser avec lui pour voir comment vos marchandises peuvent arriver sur son site à lui pour après être récupérées sous le régime du transit. Parce qu'il est évident que pour fluidifier le passage de la frontière, la douane française a préconisé l'utilisation de ces titres de transit qui permettent de sortir rapidement de la France et d'entrer rapidement aussi sur le territoire du Royaume-Uni. Donc, sans formalité de dédouanement à l'entrée chez eux. Donc, effectivement, c'est une procédure que nous préconisons. Néanmoins, elle ne peut que s'appuyer sur votre transitaire puisqu'à 15 jours de début janvier, ce n'est pas possible de faire autrement. Alors, je vais compléter en même temps les propos de Michaela Oro, parce qu'en fait, pour mettre en place un transit, il faut une garantie douanière. Cette garantie douanière, vous ne pouvez pas l'avoir en 48 heures, ça c'est pas possible, parce qu'en fait, il faut aussi avoir la justification de la fiabilité de l'entreprise, bien évidemment, et puis ça fait appel à une caution qui est une banque, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser à ce moment-là la garantie du représentant en douane enregistré, qui lui déjà en dispose d'une de toute façon. Voilà. Merci. La différence entre la démarche B2C et B2B, quel seuil applicable pour le paiement des frais de douane? Alors, je vais également me reprendre là la main. Dans ces démarches-là, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'envoi, ça va dépendre dans quel sens on se trouve. Votre caméra. Vous avez le sens je vous envoyais vers le Royaume-Uni et le sens je reçois du Royaume-Uni. Lorsqu'on envoie vers le Royaume-Uni, eh bien, écoutez, nous, douane française, on n'a pas spécifiquement toutes les informations sur la fiscalité et la taxation sur le territoire à destination. Leur franchise éventuelle, leur fonctionnement sur toutes ces livraisons, sur des petits colis comme ça qui peuvent être à destination de particuliers ou d'importateurs redistributeurs. Ça, tout ce qui est ces frais express et cette réglementation à destination, bien là, de nouveau, il faut voir avec l'opérateur qui va vous représenter sur le territoire britannique parce que potentiellement, vous pouvez avoir des enregistrements au niveau fiscal et de TVA à effectuer à destination. Mais ça, il faut verrouiller cette prise en charge de dédouanement à destination avec le représentant qui va les établir pour votre compte.
Pour ce qui est de l'inverse, c'est-à-dire si vous achetez au Royaume-Uni et que vous faites livrer chez nous, il faut garder à l'esprit qu'au 1er janvier 2021, la situation va changer parce qu'actuellement, il y a un système de franchise, etc., qui permet, par rapport à des valeurs et par rapport à des envois, selon la grandeur de l'envoi, enfin la valeur de l'envoi, avoir des franchises de TVA ou de droits de douane. Mais de toute manière, au 1er janvier 2021, on va rentrer dans un autre système et ça va changer. J'ai dit juin. C'est juillet, c'est le 1er juillet, excusez-moi. 1er juillet 21. En ce qui concerne le e-commerce, au 1er juillet, il y aura la suppression effectivement du seuil de 22 € pour la TVA. Et il y aura également la suppression de la franchise de 150 € pour les droits de douane. Voilà. Quels sont les éléments que je dois demander à mon client pour réaliser l'exportation vers le Royaume-Uni? Est-ce qu'il doit me communiquer des éléments, des documents? Alors, en fait, si vous êtes une entreprise qui est exportée vers le Royaume-Uni, évidemment, il faut que votre client soit déjà de toute façon inscrit au registre international, donc EORI, hein, ok. Donc ça, c'est un prérequis aussi. Ça fait partie des prérequis que votre client britannique doit avoir. Ensuite, de toute façon, vous allez vendre hors TVA. On est bien d'accord? Oui. J'ai pas de. Je suppose que voilà. oui, c'est une Et entreprise. donc, voilà, vous allez vendre hors taxe avec une facturation donc hors TVA. Et puis, il faudra effectivement faire une déclaration en douane sous le sigle EU, hein, pour le Royaume-Uni, qui en fait va identifier effectivement les échanges entre l'Union européenne et puis le Great Britain. Voilà. Après, il y a évidemment le titre de transit, comme on a évoqué tout à l'heure, mais on va pas revenir dessus. Une autre question qui nous a été effectivement posée, je pense que vous avez déjà répondu, mais comment procéder pour établir les déclarations électroniques par nous-mêmes, les déclarations d'export? Alors, pour établir une déclaration d'export, c'est possible. De nouveau, c'est comme le titre transit. Possiblement, vous pouvez vous connecter au système de dédouanement Delta et saisir vos déclarations par vous-même. Par contre, il faut être réaliste. C'est dans 15 jours. Ça me semble difficilement c'est difficile de mettre en place cette saisie-là pour le 1er janvier. Donc, de nouveau, ce qu'on va vous préconiser, c'est de faire saisir ces déclarations par ce représentant en douane, qui est un service de votre transitaire, et prendre contact avec le service de la cellule conseil aux entreprises à Nantes pour envisager cette mise en place courant 2021. Parce qu'effectivement, quand on est un exportateur avec un produit, un client, etc., et dédouané à l'export dans la mesure où il n'y a pas de taxation, si on n'est pas sur des produits spécifiques, hein, comme des biens, du matériel de guerre ou des matières sensibles, si on est sur un produit facile, par exemple, prenons des pommes, et qu'on a un seul client, on peut très bien se dire ou du vin, on peut très bien se dire qu'à terme, on va saisir ces déclarations par soi-même ou avoir sa connexion qu'on va donner en sous-traitance à un représentant ou utiliser un système de connexion privé qui va permettre des extractions de vos données de votre système commercial pour les injecter dans le système de dédouanement Delta. C'est pas impossible et là dernièrement pour des opérateurs qui s'y sont pris il y a quelques mois, certains se sont mis à dédouaner par eux-mêmes dans le cadre du Brexit. Mais on ne peut pas l'envisager en 15 jours de temps. Il faut quand même avoir quelques données douanières en soi et quelques connaissances réglementaires pour pouvoir se lancer. Donc, oui, c'est possible. Pour dans 15 jours, non. Et pour quand même sécuriser les données déclarées, vous avez besoin quand même de faire une petite formation avec nous ou avec un opérateur privé. Voilà. Je complète les propos de Michaela. Il y a 3 fondamentaux quand on veut faire une déclaration en douane. C'est l'espèce, c'est ce qui correspond à un classement tarifaire au niveau international de la marchandise que vous allez exporter.
Deuxième point, il y a donc la valeur en douane. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça dépend aussi des incoterms que vous utilisez avec votre client. D'accord. Le troisième point, c'est l'origine, mais ça, c'est plus à l'importation. Donc, ce sont des notions qui sont internationales, qui font l'objet d'une convention, et elles peuvent être quand même relativement complexes. Donc, comme je le redis, nous ne faisons pas, je veux dire, nous ne devenons pas représentants en douane enregistrés et spécialistes du dédouanement en 24 heures. Ça, c'est mission impossible. Justement, puisque vous parlez d'Incoterm, on a une question sur entre l'Incoterm Xworks et Free Carrier, FCA. Alors, bien évidemment, les douaniers vous diront qu'ils font vendre FCA, puisque le FCA suppose que vous êtes maître de vos formalités douanières, donneur d'ordre. C'est vous qui commandez le dédouanement à un représentant en douane enregistré, donc ce service des transitaires. Pourquoi pourquoi on vous dit que FCA c'est mieux? C'est parce que le dépôt de cette déclaration d'exportation est une obligation légale vous concernant en tant qu'exportateur, puisque vous êtes l'exportateur au sens douanier, mais également exportateur au sens fiscal. Ça veut dire que dans le futur, lors d'un contrôle des impôts ou douaniers, vous devez détenir cette déclaration d'exportation avec un petit acronyme en bas qui est ECS sortie, qui veut dire qu'effectivement, la marchandise que vous avez vendue hors TVA est sortie de notre territoire. Donc forcément, si vous déléguez cette responsabilité à votre client, vous avez le risque de ne pas récupérer cette X. Comme vous n'êtes pas donneur d'ordre, le représentant en douane qui l'aura établi, parce qu'il y en a toujours un quelque part, ne va pas spécialement vous le rétrocéder à vous. Et par conséquent, en cas de contrôle fiscal, sur 3 ans plus l'année en cours, on a certaines opérations un petit peu plus anciennes, notamment dans les premières années dans ces 3 ans, pour lesquelles il peut être très compliqué de récupérer ces preuves alternatives. La seule preuve tangible, légale qui vaut, c'est la déclaration d'exportation ECS sortie. Donc, vous avez une obligation légale de toute manière de déclarer et une obligation fiscale de la détenir sur ces 3 ans pour pouvoir justifier cette vente hors TVA. Donc, Xworks, c'est mal puisque vous n'êtes pas donneur d'ordre sur la déclaration d'exportation. Merci. Quelle démarche spécifique pour l'exportation de vin sur le Royaume-Uni? Je reprends la main, parce que nous sommes en binôme, c'est intéressant, ça permet d'avoir une diversité d'intervenants. On se lasse moins vite. Alors en fait, pour exporter du vin vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier, il est clair que vous aurez besoin au départ de France déjà d'un statut d'entrepositaire agréé. Donc ça, il faut le demander auprès du service des douanes, notamment des services viticoles qui sont à Nantes, qui sont à La Roche-sur-Yon et puis à Angers et à Saumur. Comme vous vendez à l'export, il vous faudra toujours une facture hors TVA, bien sûr, c'est le prérequis, et hors accise aussi, puisque vous savez que les produits alcooliques sont soumis à des taxes, mais comme c'est l'export, vous ne paierez pas ces accises. D'un document aussi administratif électronique qui en fait sert également de justificatif fiscal pour vendre hors TVA et pour vendre hors accise. Donc, vous avez bien compris qu'à l'export, en fait, Michael Auro, vous avez déjà parlé du justificatif fiscal pour une exonération, une vente en exonération de TVA. Pour les produits alcooliques, on y rajoute un document administratif électronique qui se fait dans un téléservice Gamma et qui couvre la circulation de vos marchandises du point de chargement jusqu'au point frontière, jusqu'au point de sortie de votre marchandise, d'accord, du territoire de l'Union. Et évidemment, pour accompagner tout ça, il faudra notre sacro-sainte déclaration en douane, donc avec, ça s'appelle un document administratif unique, et qui aura ce sigle EU. J'insiste, puisque pour les échanges avec le Royaume-Uni, on pourra y revenir éventuellement après, il faudra utiliser le sigle EU pour votre document douanier. C'est ce que vous devez demander à votre prestataire donc le RDE, le représentant douane enregistré. Ensuite, si vous voulez connaître les formalités d'importation au Royaume-Uni, là,
vous engage, enfin, on vous encourage plutôt à aller sur le tarif Yuka, hein, qui est en ligne, hein, qui est sur le site www.gov.yuka. Et là, en fait, bon, bah, vous verrez effectivement le taux des droits de douane. Alors, je vais vous donner quelques exemples hein, pour que vous vous rendiez compte. À défaut, jusqu'à ce jour, 2 d'accords, évidemment. Donc, le taux de droits de douane, par exemple, pour les vins pétillants, c'est donc 26 livres par hectolitre. Et puis, les vins tranquilles, selon le taux d'alcool, évidemment, ça peut osciller entre 10 livres et 17 livres par hectolitre. Voilà. Après, quand vous exportez du vin, il y a également des formalités, alors des certifications, dirais-je, à avoir, et qui relèvent de la Direction générale donc, de la répression de la concurrence et de la répression des fraudes, et de l'INAO aussi, qui est l'Institut national pour les appellations d'origine. D'accord ? Et là, les autorités britanniques vont exiger à partir du 1er juillet 2021 un document spécifique qui s'appelle le document 6.1, qui en fait est une attestation du respect des règles d'origine pour les appellations protégées, les IGP, et également donc les règles d'étiquetage aussi, hein, des bouteilles, parce que ça aussi c'est important. Et il y aura également, ils exigeront également un volet rapport d'analyse qui sera visé par un laboratoire officiel français. Merci. Si je peux continuer juste une petite Bien chose, sûr. parce qu'on parlait de l'incoterm ex-works. En viticulture, il est souvent utilisé et à tort toujours, mais je sais que pour des raisons de ramassage et de groupage, c'est souvent comme ça. Par contre, le point en vendant ex-works, c'est que sur votre DAE, vous devez noter, lorsque vous émettez votre document d'Axis, ce DAE, vous devez marquer le bureau de déclaration. Donc, si vous ne savez pas où la déclaration d'exportation est déposée, et notamment lors d'une vente ex-works, ce n'est pas une donnée qu'on maîtrise spécifiquement, eh bien forcément, ça va avoir un impact sur l'établissement de votre DAE. Donc, l'ex-works, on s'en méfie, ou alors on le verrouille vraiment dans la filière viticole, puisque lorsque au départ de vos vins et de vos alcools, sur l'émission de votre DAE, c'est une donnée obligatoire, le bureau de déclaration, et il va contraindre l'appurement de votre DAE. Et si vous ne l'avez pas, forcément, vous pourrez avoir un risque que cet appurement de DAE ne se fasse pas normalement et que vous ayez des procédures de recherche, des preuves alternatives et donc complexifier vraiment l'appurement de votre DAE. Donc, l'ex-works en viticulture, je sais que c'est quelque chose de commun, mais on s'en méfie puisque le bureau de douane de déclaration est une donnée obligatoire sur votre DAE pour avoir un bon appurement de votre DAE. Et pour recompléter, je précise simplement que nous avons fait un communiqué de presse à l'attention des viticulteurs et des négociants en vin, qui a été donc diffusé dans la presse professionnelle, mais également dans les... On vous fera passer tout ça, et également auprès des chambres d'agriculture. Au niveau des prestations de services, quelles sont les démarches, taxes, déclarations éventuelles à effectuer lors de la vente de prestations de services? Est-ce qu'il y aura également des mentions obligatoires sur les figurés? Alors, les formalités douanières sont liées à des mouvements physiques de marchandises. Donc, s'il n'y a pas de mouvement physique de marchandises lors de la prestation de service, par exemple un technicien qui emmènerait sa mallette, etc. Si la prestation de service se passe sur le territoire UK sans avoir de mouvement de marchandises entre le UK et nous, au niveau douanier, il n'y a pas de déclaration. On est purement dans un aspect fiscal. En douane, ce qui déclenche la déclaration en douane, c'est un mouvement de marchandises qui traversent une frontière. C'est vrai que dans le cadre de l'Union européenne, vous déposiez des DES, mais comme ils sortent de l'Union européenne, effectivement, ces prestations de services ne sont plus tracées par une déclaration, en tout cas pas par une déclaration douanière. Après, vous l'intégrez dans votre fiscalité classique, dans votre comptabilité, mais en tous les cas, s'il n'y a pas de mouvement de marchandises, pas de déclaration en douane.
Pour des pommes non transformées, comment se fait le remplissage sur Delta des obligations? Et est-ce qu'il y a un règlement sanitaire particulier pour l'export de ces produits? Nos collègues de la DRAF. Alors, je vais répondre pour la partie règlement phytosanitaire. Concrètement, le Royaume-Uni vient de le publier hier, seulement hier, donc, et elles vont s'appliquer au 1er avril 2021. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça sera soumis à une délivrance de certificat phytosanitaire au même titre qu'un autre pays tiers, donc pour les structures qui sont habituées à faire du GA, entre guillemets, du grand export, donc hors Union européenne. La procédure ne change pas et on va prendre très rapidement connaissance des exigences, s'il y a des exigences spécifiques de pommes originaires des pays de l'Union européenne vers l'Angleterre. Donc, pour compléter au niveau douanier, en fait, toute marchandise qui doit faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire vétérinaire ou d'une autorisation d'un ministère, ministère de la Défense par exemple pour les armes, etc., il y a forcément tout le temps sur la déclaration un code, on appelle ça un CANA, qui permet d'identifier que cette marchandise détient bien le certificat phytosanitaire ou le certificat sanitaire ou bien une autorisation d'importation ou d'exportation de matériel de guerre. Voilà. Donc en fait, il faudra veiller à ce que quand vous donnerez vos consignes à votre représentant douane enregistré, de lui demander de bien spécifier ce fameux code certificat sanitaire ou certificat phytosanitaire ou autre, ou licence, etc., sur la déclaration en douane, via ce code. J'ai vu qu'il y avait une question sur la dématérialisation. Aujourd'hui, la délivrance des certificats phytosanitaires n'est pas dématérialisée. Donc, c'est un document papier avec papier sécurisé qui doit accompagner la marchandise qui fait foi. On espère que sur 2021, il y a une dématérialisation effectivement de mise en place avec le Royaume-Uni et à titre d'information, aujourd'hui, on met en place une opération pilote avec 2 pays qui sont les USA et le Costa Rica. Donc, sans doute, on espère que le Royaume-Uni suivra dans cette dématérialisation. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous propose qu'on passe aux questions qui sont tombées dans le chat là, depuis le début de notre échange. Connaît-on déjà les droits de douane qui vont s'appliquer en fonction des codes tarifaires? Je crois que vous y avez répondu. Il faut se connecter donc, sur le www.gov.uk et aller sur le UK Global Tarif. Pardon, si je peux juste rajouter, oui, si on sûr. est dans le sens inverse, c'est-à-dire UK-France, vous avez le système RITA qui vous permet d'identifier les droits de douane, mais jusqu'au 1er janvier, donc au 31 décembre, pour connaître le tarif extérieur commun, mais bien évidemment, vous ne pouvez pas marquer l'origine UK parce que forcément, le système va dire qu'il n'y a pas de droit de douane puisque jusqu'au 31, ils sont avec nous. Je vous propose de mettre par exemple un sigle comme celui de l'Australie avec lequel on n'a pas d'accord et qui pour le coup vous permet de connaître le tarif extérieur commun lorsque vous achetez des marchandises au UK pour arriver chez nous. Donc là, votre idée, Michaela, c'est effectivement de partir sur un tarif douanier maximum sur lequel il n'y a pas d'accord, c'est ça? C'est le mieux pour pouvoir faire les prévisions de prix de revente, etc. Tout pendant qu'on ne sait pas s'il y a un accord, il vaut mieux envisager le pire, donc le tarif extérieur commun qui s'applique, et puis éventuellement avoir une bonne surprise au 1er janvier, plutôt que se dire qu'il n'y aura pas de droit de douane au 1er janvier et par conséquent ne pas bien élaborer vos prix de revente sur des achats au UK. Oui, pour compléter les propos de Michaela, il est clair que le tarif douanier actuellement britannique est très fluctuant, forcément. Donc, on pourrait avoir une bonne surprise éventuellement, effectivement, d'ici le 1er janvier en disant il y a 95% des produits qui seront exemptés de droits de douane. On n'en est pas là pour l'instant, donc il faut mieux faire une simulation. Alors, pour faire une simulation, vous avez un outil qui est extrêmement intéressant également sur le site www.douane.
.gouv.fr, qui est le guide de Brexit, franchissons ensemble le Brexit, et qui vous donne toute la marche à suivre. C'est un véritable pas à pas pour voir ce que vous devez faire et évaluer, estimer aussi en termes de coûts, de logistique, etc. Et vous pouvez aussi faire un autodiagnostic. Il est en ligne. Ça vous permettra justement d'évaluer déjà un peu quels sont les produits qui sont effectivement qui vous concernent, d'aller voir sur les outils de classement tarifaire, RITA, etc., pour savoir quelle nomenclature douanière ce à quoi elle correspond. Et ensuite, effectivement, après, une fois que vous aurez eu ce classement, cette simulation de classement tarifaire, il faut adopter la procédure que Michaela Oro vient de vous présenter, à savoir faire une simulation, quoi. Voilà. Question d'Aurélien, nous vendons en DAP vers le UK. Mon transitaire m'a dit de m'assurer que mon client ait bien un deferment account et un VAT postponed. Pouvez-vous m'expliquer ces notions? Alors, pas vraiment, puisque c'est des notions du gouvernement britannique et que nous sommes quand même douaniers de l'Union. Donc, dans la mesure où les Britanniques sortent de l'Union européenne, on ne peut pas. Maintenant, effectivement, qu'est-ce que signifie le DAP? Ça signifie que les formalités d'importation sont à la charge de votre client, ce qui est impeccable. Vous ne voulez rien avoir à faire avec les autorités britanniques à destination. Ça signifie que lui devra prendre en charge ces formalités de dédouanement et donc de fiscalité. Donc, pour ce qui est de VAT, c'est la TVA. Donc, forcément, il faut qu'il soit référencé à la TVA. Il faut que lui-même ait un identifiant et des éléments pour le dédouanement à l'importation. Parce qu'en fait, la particularité avec le UK, c'est que l'unité de fret est unique, c'est-à-dire que celle qui charge en France sera celle qui arrivera sur le territoire britannique. Donc, quand on va en DAP, ça veut dire que votre transitaire qui va passer la frontière britannique devra lui-même être au clair pour entrer sur le territoire britannique. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de quelques éléments concernant votre client pour lui pouvoir passer la frontière UK lorsque son moyen de transport va arriver sur ce territoire. Donc, sans rentrer le détail de ces éléments qui sont purement légaux du Royaume-Uni, vous devez quand même garder à l'esprit que votre transitaire qui fait passer la frontière de chez nous, puis la frontière britannique, doit pouvoir être prêt et avoir des éléments pour que les Britanniques laissent rentrer son camion sur ce territoire. Une question sur la déclaration d'échange de biens. Est-ce que la DEB de janvier sera bien la dernière? Il était question d'une période de 6 mois supplémentaires jusqu'en juin 2021. Non, à ce jour, la déclaration de décembre, de toute façon, déclaration d'échange des biens correspondant aux expéditions ou aux introductions du mois de décembre sera à faire pour le mois de janvier. Il faut savoir que la déclaration d'échange de biens a double objectif. La première, c'est d'établir les statistiques du commerce extérieur. Donc, il faut absolument qu'on ait l'intégration du dernier mois de l'année pour pouvoir les élaborer, on est d'accord. Et le deuxième point, c'est aussi un élément fiscal vis-à-vis de la DGFiP. Alors, il ne faut pas confondre avec la possibilité qui a été donnée par le Royaume-Uni de faire un report de formalité dans les 6 mois. Ça, c'est purement UK, ce n'est pas UE. En ce qui concerne notre agent anglais nous a indiqué qu'un marquage conformité CE pour les biens d'équipement ne serait plus suffisant et qu'il faudrait un marquage UKCA. Avez-vous des infos à ce sujet? Sur le guide douanier dont vous a parlé Madame Meunier, là sur notre guide douanier franchissant le Brexit, vous avez un petit encart justement sur ce marquage CE. Effectivement, à terme, le marquage CE ne sera plus accepté par les autorités britanniques, puisque bien évidemment, ils ne font plus partie de l'Union, donc ils ne peuvent plus continuer à adhérer à cette norme CE, enfin à revendiquer cette norme CE, donc ils vont avoir leur propre marquage qui sera UKCA.
mais de mémoire, pour moi, la norme CE sera acceptée tout pendant 2020. C'est au 1er janvier 2022 qu'il faudra basculer à la norme UKCA. Oui. Ça, pour le coup, c'est de la responsabilité de votre client, c'est-à-dire que c'est à lui de savoir quel produit il peut mettre à la consommation sur son territoire et quelles normes il souhaite voir apparaître sur ses produits. S'il veut bénéficier de la période de transition au plus long, bon, c'est sa responsabilité. Effectivement, il faut savoir que fatalement, comme ils sortent de notre territoire, ils ne peuvent plus revendiquer les mêmes normes de conformité que nous. Enfin, ils peuvent les revendiquer tout comme prendre un autre chemin. Mais en tout cas, c'est à voir avec votre client pour savoir ce qu'il veut, lui, comme marquage sur ses produits. Donc, mais effectivement, il y aura une norme UKCA à la place de la norme CE. Est-ce que la documentation sera dématérialisée? Alors, on en a parlé tout à l'heure au niveau des certificats. Voilà. Est-ce que, d'une façon générale… les documents. Ouais, c'est quoi les documents? En fait, c'est assez vaste les documents. Si on veut parler de la facture, de toute manière, les factures sont déjà plus ou moins dématérialisées. La déclaration en douane est dématérialisée. Le document d'accise est dématérialisé. Alors, pas le document de la DDPP, par contre, attention, vigilance. Et sinon, les certificats, on parlait du certificat URA. Si jamais il y a un accord, sachez qu'il n'existera pas. Il n'y aura forcément que des mentions sur facture parce que le URA est un document ancestral payant qui n'a aucune légitimité actuelle puisqu'on a des mentions gratuites sur facture. Donc, il faut bénéficier des mentions gratuites sur facture au lieu de s'orienter vers des URA de manière générale. Mais au cas particulier, si on a un accord commercial avec le Royaume-Uni, jamais on aura ce type de document de UR1 parce qu'on dématérialise et on ne rentrera pas dans ce vieux schéma de UR1 payant. La différence entre déclaration d'exportation et titre de transit? C'est complémentaire. Le titre de transit… Alors, c'est complémentaire, oui et non. Si votre marchandise fait UE, Irlande, République d'Irlande, on aura un titre de transit. Admettons que vous vendiez en Irlande, la République d'Irlande, et que votre marchandise traverse le Royaume-Uni. Il y aura un T2 sans déclaration. Même lorsque elle ira sur l'Irlande du Nord, on aura un T2 sans EX. Par contre, si votre… Sans EU, pardon. Sans EU. Par contre, si votre marchandise fait UE, UK, vous aurez un EU et vous aurez un titre de transit. Le titre de transit T2 de la Convention du transit commun permet juste de fluidifier le passage de la frontière. En aucun cas, il ne se substitue à une déclaration d'exportation. Voilà. Mon établissement est basé dans la région d'Angers. Le siège social est sur Perpignan. En cas de départ depuis mon établissement, je dois contacter un représentant en douane. Dans quelle région? Pas comme vous voulez. Ça dépend. En fait, ça dépend qui. Alors, naturellement, je vous dirais, faites le dédouanement plus proche de votre établissement et dans ce cas-là, vous voyez avec un déclarant angevin. D'autant plus que vous pourriez mettre en place une domiciliation si vous êtes sur l'expédition d'une unité de fret complète. Pour le coup, vous pouvez dédouaner dès votre établissement, ce qui vous évite de faire un stop douane quelque part. Donc là, vous contactez le bureau de douane d'Angers pour demander à enregistrer votre lieu de départ de marchandises à l'export en vous organisant avec ce représentant en douane connu des douanes d'Angers qui permettra d'éviter d'aller faire un petit détour pour aller chercher une déclaration EU. Maintenant, c'est à voir avec le représentant qui est en charge parce que les procédures étant dématérialisées, finalement, tout est possible de n'importe où si tant est que votre établissement est connu du bureau de douane d'Angers. Oui, moi je compléterai en disant que bon, vous connaissez bien les interlocuteurs du bureau d'Angers. Donc à partir de là, si vous avez des difficultés à l'occasion de l'exportation vers le Royaume-Uni, ce sera plus facile à gérer auprès du bureau d'Angers auprès du bureau de Calais ou de Dunkerque ou autre. Voilà. Si nous utilisons le transporteur de notre client, devons-nous utiliser l'Incoterm FCA ou DAP?
C'est toujours la même chose. En fait, on n'est pas obligé de mutualiser la douane et le transport. On peut avoir un représentant en douane pour son dédouanement et un transporteur du client. Nous, bien évidemment, on va vous préconiser de maîtriser votre dédouanement. Donc, s'il y a une espèce de confort à faire transport et douane, eh bien, vous faites transport et douane, si tant est que le transporteur britannique est connu des services douaniers et qu'il peut vous assurer ce dédouanement, parce qu'il n'est pas évident que le transporteur… C'est ça un peu la spécificité avec le Royaume-Uni, c'est qu'on peut avoir des transporteurs purs qui ne soient pas transitaires et qui ne disposent pas de cette capacité à déposer des déclarations auprès de notre administration. Donc, il faut veiller avant toute chose à ce que le transporteur, si celui-ci est britannique, ait la capacité de déposer cette déclaration. S'il ne l'a pas, eh bien là, fatalement, vous allez être obligé de découpler la douane et le transport pour aller vous rapprocher d'un représentant en douane. Alors, les représentants en douane, c'est nos transitaires connus chez nous, normaux, enfin bon, il y en a plein. Vous vous rapprochez de ceux-ci pour commander un dédouanement pur. Ça dépend si le transporteur peut faire la douane. Si je vends mon produit à un particulier anglais, est-ce que la démarche est la même que celle que j'effectue avec mes clients suisses via un transitaire? Oh oui. 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 Il faut combien de temps pour mettre en place un perfectionnement passif? Mais ça dépend de votre réactivité. Si vous avez bien verrouillé aussi vos relations avec votre représentant douane, parce que Madame Meunier vous l'a dit, tout ça c'est subordonné à des garanties dont vous ne disposez manifestement pas. Donc, si vous avez besoin de mettre en place un perfectionnement actif, déjà, il faut que vous-même, vous ayez bien verrouillé votre fonctionnement avec ce représentant en douane. Les délais légaux, c'est 30 jours plus 60, mais on n'en arrive jamais à ce timing-là. Pour le coup, ça peut être très réduit si vous avez donné toutes les informations qu'il fallait à la douane. Vous pouvez demander des rendez-vous, que ce soit auprès de la cellule conseil aux entreprises, qu'auprès du bureau de douane d'Angers, si vous avez besoin de le mettre en place et pour justement efficacement le mettre en place. Demandez des rendez-vous. Et s'il y a des Nantais, auprès du bureau de douane de Nantes. Et à La Roche-sur-Yon aussi. Et pour la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Je dois vendre des DP au Royaume-Uni. Quelle démarche dois-je entreprendre? C'est mal, on ne vend pas des DP. Vous ne voulez pas vendre des DP parce que vous ne voulez pas vous identifier à la TVA au Royaume-Uni. Méfiez-vous, ça veut dire que vous allez devoir liquider potentiellement de la TVA au Royaume-Uni et donc vous enregistrer, avoir un représentant fiscal au Royaume-Uni. Il faut se méfier de ça et pour le coup, rapprochez-vous de votre représentant en douane qui va faire les démarches au Royaume-Uni parce que je vous le redis, il quitte l'Union européenne. Potentiellement, il peut prendre des réglementations qui n'ont rien à voir avec les nôtres actuellement. Et par conséquent, c'est bien à destination qu'il faut verrouiller ce fonctionnement. Mais attention, vous ne voulez pas vous acquitter de la TVA au Royaume-Uni. Alors, pour compléter aussi, je ne comprendrai pas pourquoi vous perdriez, vous, les droits de douane qui seront en fait en vigueur au Royaume-Uni. En termes de trésorerie, c'est un peu un non-sens. Est-ce qu'il faudra un certificat de conformité DGCCRF pour chaque exportation? Les certificats de conformité, si on est sur des normes techniques, ne sont pas à présenter au moment de l'exportation. Elles sont à présenter au moment de l'importation sur le territoire de destination pour que les douanes de destination s'assurent, les autorités de destination s'assurent que le produit entrant correspond aux normes du territoire en question. Donc, ce n'est pas forcément, si sur certains documents comme les certificats sanitaires, comme le matériel de guerre, les biens à double usage, c'est de la responsabilité du territoire de départ, mais ce n'est pas pour tout ce qui est normes techniques, ce n'est pas forcément requis au moment de la déclaration d'exportation. Néanmoins, si vous voulez savoir les documents qui doivent être présentés au moment du dédouanement, vous devez consulter le téléservice RITA sur douane.gouv. Est-ce qu'un certificat d'origine est aussi obligatoire pour chaque exportation? Si on est sur le certificat d'origine CCI, le CO classique,
pour certifier le Made in. Eh bien, c'est à voir avec votre client s'il en a besoin pour ces formalités. À l'export, sur notre déclaration d'exportation, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si votre client en a besoin à destination, vous le ferez établir auprès de la CCI de votre département. J'achète Ex-Works depuis la Grande-Bretagne. Comment cela se passera-t-il pour les droits de douane et y aura-t-il des droits de douane sur les fruits et légumes? Alors, de nouveau, on n'achète pas Ex-Works, on achète FCA parce que vous ne voulez pas établir les déclarations d'exportation pour votre fournisseur. C'est sa responsabilité vis-à-vis de son administration à lui. Ce n'est pas de votre responsabilité à vous. Pour les droits de douane sur notre territoire, vous devez regarder dans RITA à partir de votre nomenclature douanière. J'aurais juste une petite, parce que j'aimerais peut-être qu'on fasse un petit encart à un moment sur l'autoliquidation. Pour la TVA, vous devez absolument déposer auprès du bureau de douane de votre département, à Angers ou à Nantes, une demande d'autoliquidation à la TVA au minimum pour rester dans le système que vous avez actuellement avec le Royaume-Uni, c'est-à-dire une déclaration sur votre déclaration de TVA. Actuellement, avec le Royaume-Uni, vous entrez vos factures UK dans votre déclaration fiscale mensuelle et vous y liquidez la TVA. Là, bien évidemment, en sortant du territoire douanier de l'Union, vous ne pouvez plus prendre la facture fournisseur. Vous allez devoir baser votre déclaration fiscale sur la déclaration en douane. Donc, c'est pour ça que vous avez votre déclaration en douane, vous avez l'autoliquidation de la TVA et vous restez dans le même système qu'actuellement lorsque vous déclarez vos achats UK dans votre déclaration fiscale. Par contre, sur un achat de fruits et légumes du UK, il y a peut-être des certificats sanitaires à avoir à l'appui de cette déclaration d'importation. Ça, je ne sais pas. Il faut voir sur RITA si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ou est-ce qu'il y a parmi nos intervenants des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir? Alors moi, j'aimerais bien revenir sur l'autoliquidation. Si vous achetez au UK, il faut absolument déposer une demande d'autoliquidation à la TVA au bureau de douane de votre circonscription. Donc, pour le 53, le 72 et le 49, c'est auprès du bureau de douane d'Angers. On vous donnera leurs coordonnées. Et pour le 44 et le 85, auprès du bureau de douane de Nantes-Atlantique. Cette autoliquidation est essentielle parce que déjà, elle vous évite des avances de trésorerie à l'achat dans un autre territoire que le nôtre. Et de toute manière, elle va devenir obligatoire en 2022. Donc, autant se mettre progressivement, mais doucement dans ce nouveau dispositif. Et quand on a des fournisseurs UK, maintenir cette liquidation de la TVA telle que vous le faites actuellement. Donc, on pense à déposer, on vous donnera une petite présentation sur le sujet, on pense à déposer sa demande d'autoliquidation de la TVA auprès de son bureau de douane. Oui, ça c'est vraiment fondamental parce que en termes de trésorerie, je veux dire, ça vous évite d'avancer la trésorerie sur la déclaration en douane et vous reportez ça sur votre CA3, soit mensuel, soit trimestriel. C'est un avantage extrêmement important en termes de finances et de trésorerie. Est-ce qu'il y a des points complémentaires sur lesquels vous souhaitez revenir encore Moi, j'aurais une petite question, par contre. Je vais renverser la vapeur. Y a-t-il des personnes qui sont allées déjà sur le site www.douane Brexit? Peut-être pas. Bon. Ça, c'est vraiment important à faire, hein, mais on y reviendra peut-être à la conclusion, Cyril? Oui. Je ne sais pas, il y a d'autres questions, non? Il y a deux questions. Ce que je propose, c'est on prenne les deux questions qui viennent de tomber et puis qu'on passe à la conclusion. Pour Ah oui, donc là, sur le sondage, Marie-Hélène, on a quelques oui quand même. Super. On rassure un petit peu.
Pour la TVA, dans la mesure où nous disposons d'un quota d'achat en franchise, AI, est-ce nécessaire de demander une autoliquidation? Alors, c'est effectivement deux systèmes qui peuvent fonctionner en parallèle. Néanmoins, l'AI2 et qui requiert la même chose, c'est-à-dire de récupérer ces IMA pour bien imputer les bonnes ces EU, ces EUA, pour bien imputer les bonnes sommes sur vos déclarations et votre suivi fiscal. Néanmoins, l'un ne vaut pas totalement l'autre. Donc, effectivement, le résultat est le même. Mais j'ai des sociétés qui avaient l'AI2 et qui finalement vont basculer totalement dans l'autoliquidation pour éviter de jongler entre deux systèmes et puis qui se sont dit que l'autoliquidation, finalement, c'était plus pratique. Alors, pour compléter les propos, en fait, l'AI2, c'est un contingent annuel qui vous est attribué par la DGFiP parce que vous faites également des exportations. Donc, en fait, c'est une balance entre importation et exportation. Donc, chaque année, ça peut être révisé en fonction de vos exportations effectives. Donc c'est un système qui est plus lourd parce que, à contrario, l'autoliquidation de la TVA, une fois que vous avez l'autorisation, vous l'avez jusqu'à nouvel ordre. C'est 3 ans de mémoire. Ah non, il n'y a plus de durée illimitée. Donc, vous voyez, et c'est beaucoup plus souple parce que ça, je veux dire, une fois que vous avez l'autorisation, c'est bon, elle n'est pas remise en question chaque année. La dernière question, nous avons un client anglais que nous livrons en Belgique. Devrons-nous appliquer les mêmes démarches? Non, ce qui compte, c'est la localisation de la marchandise. Si la marchandise ne traverse pas la frontière France-UK, eh bien, il n'y aura pas de déclaration d'exportation. La marchandise fait finalement union-union. Donc, il faudra faire une DEB et avoir l'identifiant TVA de la société livrée ou du logisticien livré en Belgique. Et là, vous aurez une DEB, forcément toujours une vente hors TVA, mais soumise à une DEB et non soumise à une déclaration d'exportation, puisqu'il n'y a pas de franchissement de la frontière France-UK. Merci. En conclusion? Alors, Allez-y. Je prends la conclusion. Alors on va donc, premier point, prérequis, anticipation. Donc, numéro DERI, contact avec un représentant douane enregistré pour faire les formalités et pour faire Marie-Hélène, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes dans le même bureau avec Michaela. Oui, j'éteins. Voilà, ça fait un écho en fait. Merci. Je comprends. Donc, le prérequis, un numéro DERI, un contact représentant douane enregistré, un autodiagnostic qui est sur le guide Brexit, franchissons le Brexit ensemble sur le site donc www.douane. Et ensuite, une détermination des incoterms, extrêmement important. Bannissez le Ex-Works, bannissez le DDPV, hein, d'accord? Il y en a, c'est 2 exclusions, quoi, voilà. Et enregistrez-vous rapidement auprès des bureaux de douane de Nantes et d'Angers au regard de la TVA, de l'autoliquidation de la TVA. Ça vous fera un avantage de trésorerie extrêmement important. Et ensuite, donc, on va vous donner tous les liens, on va vous les envoyer via Cyril Roch, tous les liens qui permettent justement d'accéder à notre documentation électronique. Mais bon, quand vous allez sur le site de www.douane, vous avez un encart spécifique Brexit où franchement, vous trouvez tout. Au-delà de ce lien avec www.douane, il y a également un lien interministériel brexit.gouv.fr qui est extrêmement intéressant aussi parce que justement là c'est tous les ministères techniques, l'agriculture, l'environnement, la défense ont mis effectivement quels étaient les prérequis pour les autorisations et donc vous avez aussi, on vous mettra le lien pour l'accès à yuka.gov.gb. Et puis donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Et pour les vins aussi, on vous mettra les communiqués de presse qui ont été envoyés justement aux chambres d'agriculture, mais également aux fédérations vitivinicoles pour comment effectivement exportons vers le Royaume-Uni et comment importons-nous. Et puis après, je ne peux que vous conseiller, comme l'a dit Michaela Oro, de revenir vers nous
ça c'est clair, donc auprès de la cellule conseil des entreprises de Nantes. On vous mettra donc l'adresse mail, et après, s'il faut un rendez-vous personnalisé, on vous fera un rendez-vous personnalisé, ça c'est clair, on en fait depuis un certain... Et Michaela, on est la digne représentante aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi après vous rapprocher des bureaux de douane d'Angers et de Nantes qui sont vos interlocuteurs, qui vont devenir vos interlocuteurs privilégiés pour toute autorisation qu'il y aura à délivrer et pour tout renseignement à fournir sur les déclarations en douane. J'ai fait passer une petite slide où j'ai mis certains, voilà, les éléments dont vous venez de parler, et notamment la cellule conseil, l'adresse mail cce-nantes@douane.finance.gouv.fr. Et puis les différents liens dont vous nous avez parlé. On a parlé d'Incoterm, donc effectivement, on propose un certain nombre de formations pour aller un petit peu plus loin et pour voir vraiment quelles sont les nuances au niveau de ces Incoterms, mais également pour ceux qui souhaiteraient creuser un petit peu les questions et développer leurs compétences. On a également des formations sur toutes les procédures douanières et le transport à l'international, ainsi que tout ce qui est DEB et TVA. Donc, on a des classes virtuelles, donc c'est-à-dire en distanciel, en attendant effectivement le retour à la normalité sur des cours, sur des formations en présentiel. Et puis, pour terminer, le bureau Business France de Londres lance également un accompagnement Easy Brexit, puisqu'effectivement, on a vu là le volet douanier, le volet fiscal, mais il y a aussi tout le volet normatif. Il y a également le besoin d'avoir un suivi en termes de veille au niveau des différents secteurs. Donc là, il y a un accompagnement qui peut être proposé et mis en place via Business France Londres dans le cadre de Easy Brexit. Et vous trouverez les informations sur le site teamfrançais-export.fr. J'espère que ce webinaire aura permis aux uns et aux autres de voir des informations complémentaires. Comme le disait Madame Meunier, tous les services d'appui à l'international et à l'exportation restent à votre disposition. Je vois que Monsieur Houdard, je vous en prie, vous levez la main. Oui, pour préciser par rapport aux différents sites possibles également, j'invite les exportateurs qui n'ont pas l'habitude de faire du grand export d'aller visiter le site de la DRAF Pays de Loire à la rubrique alimentation, sur rubrique protection des végétaux, dans lequel est présentée la démarche générale de certification phytosanitaire. Pour ceux qui font déjà du grand export, donc hors Union européenne, je dirais que la démarche ne change pas aujourd'hui par rapport à une exportation vers les États-Unis et autres. Et puis, donc, pareil, sur le site du ministère de l'Agriculture, il y a un site spécifique Brexit où sont mis à jour régulièrement les informations spécifiques par rapport à l'aspect donc certificat phytosanitaire et également sanitaire. Et le dernier point, c'est que pour l'aspect phytosanitaire, la réglementation britannique va être rapidement mise en ligne sur le site, sur un site France Agrimaire dédié qui s'appelle Espadon 2. Donc sur lequel on trouve les autres législations de l'ensemble des pays tiers. Et donc, la législation britannique va être rapidement mise en œuvre puisqu'elle vient d'être publiée tout récemment. Et pour ne rien cacher, on a toujours de nombreuses incertitudes quant à leur application. Donc, ça sera une découverte pour nous également au 1er janvier, sans doute. Monsieur Houdard, ce que je vous propose, c'est que vous me fassiez passer les liens. Je vous ai adressé un mail hier. Comme ça, on fera un petit récap des différents liens, des différents services. Merci beaucoup pour votre... Cyril, juste pour compléter, excusez-moi, dans la continuité de Monsieur Houdard, c'est qu'il faut que les entreprises veillent, quand elles vont donner leurs consignes auprès des représentants douane enregistrés, notamment pour passer par Calais et Dunkerque et puis les ports bretons et Normand. Il faut éviter qu'il y ait dans une même remorque, camion et d'ailleurs, parce que ce sont des unités complètes, des marchandises qui sont soumises à une autorisation vétérinaire, phytosanitaire,
avec des marchandises qui ne le sont pas. Parce que si, par exemple, vous mettez vous faites venir du Royaume-Uni des légumes et que, bon, c'est plutôt dans le sens contraire d'ailleurs, mais enfin, peu importe, et que cette palette, elle est mise dans une remorque avec une marchandise, je ne sais pas, moi, je prends n'importe quoi, des barres en acier, etc., bah, les barres en acier seront bloquées s'il n'y a pas de certificat, par exemple, phytosanitaire sur la seule palette de légumes. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne mélange pas les marchandises qui sont soumises à des réglementations spécifiques avec des marchandises qui n'y sont pas soumises. Sinon, c'est source de blocage. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour les interventions précises et concises. On espère que cela vous aura permis d'avancer sur cette thématique du Brexit. Comme nous vous le mentionnions sur l'invitation et la confirmation, ce webinaire est enregistré. Il sera sur notre site. Vous pourrez le consulter en replay. Et puis, nous attendons d'avoir les différents éléments de la part de nos intervenants pour les rassembler et vous l'envoyer sur un courriel. Merci, très bonne journée et puis bonne fête de fin d'année puisque on s'en rapproche. Et merci à la CCI 49 d'avoir organisé ce webinaire parce que vraiment c'est très intéressant pour tout le monde, je pense. Merci à vous et bonne fête de fin d'année malgré les circonstances. Et merci aux collègues de partenaires, bien sûr. Hein. Bonne journée à tout le monde. Merci pour cette participation ce matin. À très bientôt.